merci à tout le monde et je laisse la parole à Paul Duboucher pour nous clore cette journée de lecture du Festival Vox. Merci beaucoup. Merci Lorraine. Oui, alors on vient de loin là, hein. On vient de très haut. Voilà, là on va passer à toute autre chose. On va clôturer ce festival par une nouveauté. Vous savez, quand un comment appeler ça, quand un objet culturel, oula, que c'est laid. En général, un objet culturel, bon, je trouve pas d'autre mot, trouve sa consécration quand il comporte des prix, des récompenses qui sont dispensées par les goûts du public, par le public, par les votes du public, c'est-à-dire des prix. Alors le livre audio comporte déjà de nombreux prix depuis plusieurs années, mais le prix le plus ancien, le plus important, le plus historique, c'est le premier, en réalité, le premier prix du livre audio, il remonte à 2009 et il s'appelle le prix Lire dans le Noir. Et nous avons vraiment l'immense plaisir à Vox d'accueillir désormais et d'abriter la remise du prix Lire dans le Noir que donc Stéphane Devernay va remettre devant vous. Il va nous désigner les nominés et les lauréats dans toutes les catégories. Donc je laisse la parole à Stéphane. Et comme je pense que je ne reviendrai pas après, je vous remercie encore infiniment pour votre présence et vous donne rendez-vous pour l'année prochaine pour le Festival Vox. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et ravi de vous retrouver pour donc cette remise du prix Lire dans le Noir. C'est la 15e édition de ce prix. Ce prix existe depuis 2009. Pour vous présenter un petit peu Lire dans le Noir, Lire dans le Noir, c'est une association qui est née en 2002, qui a été un des premiers éditeurs de livres audio. Au début, le livre audio, c'était principalement pour les non-voyants, d'où ce nom de l'association Lire dans le Noir, une association qui est née dans le cadre de Radio France, de salariés de Radio France, qui ont décidé de créer ces éditions au début Lire dans le Noir et d'éditer des livres audio. Et en 2009, il y avait beaucoup d'éditeurs qui sont arrivés sur le marché du livre audio et on s'est dit qu'on allait nous recentrer sur une autre activité qui était de primer les meilleurs livres audio, puisqu'il y avait beaucoup d'éditions maintenant de livres audio à cette époque. Et donc, depuis 2009, on remet les prix du livre audio. C'est donc la 15e édition. On a remis 50 trophées depuis cette époque. Le prix se décompose en 3 catégories. Il y a les non-fictions, donc tout ce qui n'est pas de la fiction, des documents, des textes, des essais. Il y a évidemment un prix jeunesse et il y a un prix fiction. Pour remettre ce prix, c'est les membres de l'association qui écoutent toutes les nouveautés qui sont sorties et qui nous ont envoyé les éditeurs. Il y a 63 ouvrages qui étaient en compétition cette année, proposés par 16 éditeurs différents. Il y a une vingtaine de lecteurs qui ont écouté tous ces livres audio. Et ils les ont choisis dans chaque catégorie, donc non-fiction, jeunesse et fiction, les trois meilleurs ouvrages. Et après, tous les membres de l'association ont écouté ces 9 ouvrages pour sélectionner leurs 3 préférés. Et on va remettre le premier prix, donc, qui est le prix non-fiction. Et ont participé à la sélection finale les éditions Audiolib. Les éditions Audiolib, avec Le couple et l'argent de Titu Lecoq, lu par Amélie Beloradsky. Il y avait aussi les éditions Audible, avec Je vous écris de Kaboul de Katera Amin, lu par Anna Pievik. Et il y avait aussi les éditions Gallimard, avec l'abécédaire de Toby Nathan, qui est lu par Toby Nathan. Et le prix a été remis aux éditions Audiolib avec Le couple et l'argent de Titu Lecoq, lu par Amélie Beloradsky. Et je crois qu'Amélie est ici pour recevoir le prix. Je ne sais pas si elle est là. En tout cas, pour vous présenter un peu Le couple et l'argent, c'est un essai donc, de Titu Lecoq qui suit en fait le personnage de Gwendoline et de celui qui viendra son mari, Gwendolyn, et qui étudie un peu le rapport à l'argent dans le couple et dans le rapport qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes à l'argent, où
où l'on découvre en fait qu'il y a toujours une différence de statut entre les hommes et les femmes dès l'enfance et jusqu'à la retraite. Bonjour et merci. J'ai le nez bouché, pardon, il sera moins bouché sur l'enregistrement. Faudra faire avec. Où notre héroïne négocie mal son argent de poche, faute d'éducation financière. Gwendoline est une enfant joyeuse et innocente. J'aimerais vous dire qu'elle se contrefiche de l'argent, mais ce serait mentir. Comme la plupart des enfants dans notre société, Gwendoline est attirée par les pièces de monnaie, les billets de banque, les caisses automatiques, les cartes bancaires, les codes secrets, les distributeurs. Elle aime demander le prix des choses et elle a des difficultés à évaluer la différence entre cher et pas cher. Mais elle va apprendre tout cela assez vite. À son entrée au collège, Gwendoline commence à tanner ses parents pour avoir de l'argent de poche. Elle insiste, revient à la charge à plusieurs reprises et finit par obtenir gain de cause. Ce que cette douce enfant ignore, c'est qu'il est probable qu'elle touche moins de sous que les garçons de sa classe. L'argent de poche. 2 études récentes ont été menées en France sur l'argent de poche, à la demande de Pixpay, un service bancaire destiné aux ados. L'une date de fin 2020 et a été conduite par l'Institut de sondage Paul & Roll. L'autre de 2022 a été faite en interne par l'entreprise. Le montant de l'argent de poche varie selon les régions. Par exemple, les parents de PACA sont 2 fois plus généreux que les parents bretons. Mais les 2 études font le même constat à l'échelle nationale. Les filles reçoivent moins d'argent que les garçons. En moyenne, la différence est de 4 € par mois. Et la palme d'or de la discrimination va au centre Val-de-Loire où les filles touchent 17% de moins. Évidemment, Gwendoline ignore ces chiffres. Elle a un grand frère, Gwendolyn. Il touche davantage d'argent, mais l'écart est justifié par l'âge. Son unique point de comparaison, ce sont ses 2 meilleures amies, et entre filles, la différence n'apparaît pas. Dans l'idéal, il aurait fallu que Gwendoline décide de mener sa propre enquête et fasse un sondage dans la cour de récré pour demander à chaque fille et à chaque garçon combien ils touchent respectivement. Ensuite, elle aurait incorporé ces données dans un tableau, fait des moyennes et des statistiques. Elle aurait même pu demander l'aide de la prof de maths et cela serait devenu un projet pédagogique de classe. Ensuite, elle aurait distribué des photocopies de son enquête pour informer les parents et dénoncer cette injustice. Elle aurait placardé des affiches avec un slogan « Un brin racoleur »,« Arrêtez de voler vos filles ». Elle serait devenue l'Erin Brockovich du quartier. Mais elle n'y a pas pensé. Elle a juste été trop contente que ses parents disent oui et elle a rêvé à tout ce qu'elle allait s'acheter. Résultat, elle se fait arnaquer de 4 € par mois sans le savoir. Et cela va aller en s'aggravant. L'étude de Pixpay révèle que dans la tranche suivante, les 16-18 ans, dans la tranche suivante, les filles reçoivent 10 € de moins par mois que les garçons. La cofondatrice de la start-up explique que, d'après ses entretiens avec les parents et les ados, les garçons demandent plus régulièrement des augmentations. Oui, il se passe la même chose dans les entreprises. Comme Pixpay est un service bancaire avec un contrôle parental, il permet d'obtenir d'autres données. On découvre ainsi que le plafond de paiement hebdomadaire que les parents choisissent pour les garçons est plus élevé. Autrement dit, les parents autorisent à dépenser davantage. Peut-être faut-il attribuer cet écart au stéréotype de la fille, panier percé, à qui on ne peut pas faire confiance quand il s'agit d'argent. Les parents de Gwendoline sont-ils affreusement méchants? Non. Ils n'ont pas sciemment décidé de pénaliser leur fille adorée. Ils ignorent même qu'ils le font. Pour déterminer combien ils allaient lui donner, ils ont demandé autour d'eux. Il y avait des variations, mais ils n'ont pas pensé qu'elles pouvaient être liées au genre de l'ado. Ils les ont attribuées à la situation financière des familles.
Mais l'écart entre les filles et les garçons ne se résume pas à une question de chiffres. En dehors du montant, les familles ne traitent pas de la même manière leurs filles et leurs fils. Une étude anglaise de 2017 est, de ce point de vue, très instructive. Là-bas aussi, le montant de l'argent de poche des filles est inférieur. Pourtant, 44% des garçons trouvent qu'ils ne reçoivent pas assez d'argent, contre 39% des filles. Non seulement elles touchent moins, mais en plus, elles s'en satisfont. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Et du coup, on va vous remettre le prix quand même. Voilà. Le trophée Oh, de trop fiction. beau. Merci. Je peux le soulever ou je vais le Ah oui, bien sûr. Je cherche mes notes. Et on va passer à la remise du deuxième prix, du coup, qui est le prix jeunesse, où étaient nominés donc les éditions Oui Dire, avec Les Enfants Panés de Angelina Gavalni, qui est lu par l'auteur. Les éditions Gallimard avec Les Contes Bleus du Chat Perché de Marcel Aimé, lu par François Morel. Et les éditions Trois Petits Points avec Tartine de beurre salé, confession d'une hypersensible de Elsa Valentin, lu par l'auteur. Et le vainqueur de ce prix jeunesse cette année, c'est les éditions Trois Petits Points avec Tartine de beurre salé, une histoire d'Elsa Valentin. Et là, pour recevoir le prix, Julie Chevalier, qui est auteure de la musique. Bonjour et merci d'être venu pour recevoir ce prix. Les éditions Marion Bossuat, qui est responsable des éditions Trois Petits Points, ne pouvait pas venir. Moi, je voulais savoir un petit peu, du coup, puisque vous êtes là et que vous avez composé la musique, comment ça se passe pour faire un environnement musical pour un livre audio? Je vais vous parler de cette expérience-là. Ça a été un temps d'immersion dans le texte, évidemment. Là, on raconte l'histoire de Léonie, qui est hypersensible. Donc, j'ai eu besoin par les mots d'Elsa, qui sont très très bien choisis, son rythme, j'ai eu besoin de m'immerger dedans et de laisser venir une intuition. Ensuite, c'est beaucoup de temps d'improvisation avec l'auteur, Elsa venait lire le texte et ensemble, on enregistrait de longs temps d'improvisation. La réécoute permet de faire une sélection, une présélection, puis ensuite on retravaille le propos jusqu'à tenir la bonne phrase qui va au bon moment, puis on affine et on s'arrête à un moment quand même. Et vous me disiez du coup que Tartine pourrait peut-être devenir un spectacle, en tout cas c'est le souhait des éditions et d'Elsa, et même de vous-même, je pense. Oui, je crois qu'on a très envie de le partager auprès des enfants. Si Elsa était là, elle serait heureuse de vous dire combien c'est important dans son engagement dans l'écriture, de créer des personnages qui soient possiblement une inspiration pour les enfants, peu importe leur culture, leur situation économique, sociale, leur apparence, pour qu'ils puissent s'identifier, peut-être qu'ils soient aidés à traverser les difficultés qui sont les leurs. Donc là, peut-être effectivement un petit format de lecture en musique qui pourrait aller dans les écoles, dans les bibliothèques. Merci beaucoup. Et puis je vous laisserai remettre du coup ce prix aux éditions Trois Petits Points. Et dernier prix à vous remettre, c'est le prix fiction. Et va me rejoindre Olivier, qui fait aussi partie de l'association et qui, du coup, s'occupe particulièrement, parce qu'il faut se dire que dans l'association, chacun s'occupe d'une catégorie différente. Et Olivier s'occupe de la catégorie fiction, plus précisément. Bonsoir. Alors, dans la catégorie fiction, il y avait 3 livres en fait, qui ont été présélectionnés là, par l'équipe. Audiolib, L'Enragé de Sorge Chalandon, lu par Féodor Atkin. Chez Lizzie, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, lu par Léo Dussolier et Lila Tamazit.
et aux éditions Multisonores de Notre Monde Emporté de Christian Astolfi, lu par Guillaume Orsat. Et c'est ce dernier livre audio qui a été retenu. Voilà. Il va nous rejoindre sur scène Guillaume Orsat et peut-être Jean-Christophe Vareille, qui est l'éditeur du coup des éditions Multisonores. Voilà Guillaume Orsat. Bonsoir. Et merci d'être venu. Vous nous allez vous faire découvrir un petit peu ce roman, du coup, une petite lecture. Bien volontiers. On vous laisse. Bonsoir, merci. J'avais lu le dernier chapitre lors de la remise du prix de l'Académie Charles Cros il y a quelques mois. Donc maintenant, on va revenir au premier chapitre. Paris, mars 2015. Nous sommes 4 ce matin-là, quai de l'Horloge, en bord de Seine. 4. Camarades de longue date, stoïques et silencieux. Nous avons cette allure de collégiens punis qui ne comprennent pas vraiment ce qu'on leur reproche. 2 d'entre nous encadrent un 3e assis sur une chaise roulante, tête aux joues creuses, coup de poulet émergeant d'un grand foulard qui le protège. 2 canules d'oxygénation creusant les narines et s'enroulant autour des pavillons auriculaires. Celui de gauche, grand de taille, se tient le buste légèrement incliné. Celui de droite, petit bonhomme, paraît embobiné dans son vêtement de pluie, l'air absent, tel un piquet planté là, à son insu. Je complète le quatuor. Casquette sur le crâne, main dans des poches. Autour de nous, massés sur le trottoir, débordant sur la rue, ils sont une ribambelle à nous ressembler de près ou de loin. Des hommes, bien sûr. Figures fripées, joues flasques, cheveux grisonnants ou clairsemés. Leurs habits cachant mal l'embonpoint des uns, la maigreur des autres. Plus ou moins âgés, mais tous tôt vieillis. Engoncés dans leur parka ou gabardine. Regards perdus ou dissimulés derrière leurs verres fumés. Des femmes aussi. Des femmes qui pourraient être nos femmes ou encore nos mères. Des potelées, des maigrelettes, des ridées, des blanchies. Vêtues de cirés, de manteaux de laine, d'écharpes sobres. Coiffées de mise en plis, de permanentes, de boucles sculptées à renfort de bigoudis. Au-dessus de leur tête, elles tiennent des pancartes montrant les portraits de leurs disparus. Des joufflus, des coupes rosées, des chauves, des moustachus. Leur nom dessous en légende. Médaillons de pierre tombale. Elles font le pied de grue depuis la première heure du jour. Certaines arrivées dès l'aube par les autocars de nuit, d'autres venues par le premier train métropolitain. Quelques-unes tournent en rond sur la chaussée, comme celle de la place de Mai à Buenos Aires. Veuves silencieuses. Parfois, des passants interrogent du regard notre curieuse assemblée. D'aucuns s'arrêtent quelques instants, comme devant une vitrine animée, avant de poursuivre leur marche le long de la Seine. Tantôt, une pluie fine a commencé à tomber. Elle fouette doucement nos visages. Nul parmi nous n'esquisse le moindre mouvement de repli. Tous, nous restons de marbre, yeux secs, lèvres muettes, mains dans les poches ou sur l'anse des sacs à main. Rien de ce que nous ressentons ou pensons ne se voit ni s'ébruite. Nulle voix ne s'élève. Nul souffle ne s'échappe. Nous sommes là parce que nous attendons. Nous attendons l'arrêt de la chambre criminelle de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire de ce pays sur le pourvoi que nous avons formé pour homicide et blessures involontaires dans le scandale sanitaire qui nous frappe. Le scandale qui a jeté sur nos vies depuis plus de 20 années un voile de malheur. Le scandale pour lequel nous réclamons à nouveau qu'on nous fasse réparation. Le scandale de l'amiante. Merci. Bonsoir. Peut-être dire en 2 mots de quoi parle le récit, en fait. Alors, c'est donc un roman de Christian Astolfi, qui est un monsieur qui vit dans le sud de la France, qui vit à Marseille, je crois.
Il y a de ces livres, comme les premières images d'un film ou les premières images d'une série, où il y a de ces livres où on sait au bout de 10 pages que ça va être un joyau, et de notre monde emporté en est un. Moi, je me souviens très bien que la première fois, enfin, quand on m'a proposé en tant que comédien, donc quand on m'a dit on souhaite te caster pour ce livre audio, on m'a envoyé le livre, et au bout de 10 pages, j'ai renvoyé un mail immédiatement en disant mais c'est une merveille, c'est un grand livre, c'est un très grand livre. Alors évidemment, les premières pages, lapsus révélateur, je vais avoir besoin de merde. Les premières pages sont un peu plombantes parce qu'on croit que ça va parler du scandale de l'amiante, mais ça ne parle pas que du scandale de l'amiante. Après ça, on va remonter 30 ans en arrière, alors que le narrateur, celui qui parle à la première personne, Christian Astolfi ou autre, travaille au chantier naval de la Seine-sur-Mer. Donc c'est pas les chantiers navals de là-haut, de Dunkerque. La lumière est belle, il y a du soleil partout, c'est joyeux. Mais les chantiers navals sont en déliquescence. Et ça passe donc sur 15-20 ans, sur la fin des chantiers navals, que ce soit à la Seine-sur-Mer, que ce soit à Dunkerque, que ce soit à Saint-Nazaire. La fin des chantiers navals, on passe en revue l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81, on passe en revue la montée du Front National, les mots plus que douteux de Jean-Marie Le Pen à une certaine époque. Et on trace comme ça une trentaine d'années d'une vie, enfin moi dans laquelle je me suis totalement reconnu, puisque c'était l'année de ma jeunesse. Ouais, moi aussi. Voilà. Et je me suis totalement reconnu là-dedans. Et puis quand les chantiers navals ferment, et que tout ce petit monde se retrouve au chômage, et ben il y a ceux en effet ils sont tous atteints par l'amiante parce qu'ils ont bossé totalement exposés pendant des décennies. Il y en a qui en meurent, il y en a qui restent en chaise roulante. Le narrateur est l'un de ceux qui survivent. Et puis les histoires d'amour, et puis les retrouvailles, et puis les amis qui se déchirent entre ceux qui sont de gauche, ceux qui sont attirés par l'extrême droite. Voilà, ça passe tout ça en revue. Il y a aussi beaucoup de chapitres sur le père, sur son père à lui, qui était aussi ouvrier sur les chantiers navals. Les pages sur le père sont parmi les plus belles que j'ai jamais lues. C'est une splendeur. Et c'est rare, je crois, que... Enfin bon, moi je fais un petit peu de livre audio depuis quelques temps maintenant. C'est rare d'être autant atteint émotionnellement par une lecture d'un livre audio, parce qu'on fait un travail, voilà, on fait un travail pour lequel on est rémunéré, voilà, on se met à un micro, et puis, mais c'est très rare que tout à coup on soit obligé de s'arrêter, parce que, excuse-moi, mais là, l'émotion me déborde. Et ça a été le cas à bien des reprises avec Violette Liébaud chez Rosalie, qui m'a casté sur ce livre, et je la remercierai jamais assez, et qui m'a dirigé. Et voilà, ça a été un moment d'enregistrement rare, et puis voilà, et puis le livre fait son chemin. Il a été prix coup de cœur de l'Académie Charles Cros au mois d'octobre. Je suis devant vous aujourd'hui. J'en suis très heureux parce que pas tant moi que cet auteur, Christian Astolfi, je crois pour lui, c'est une belle reconnaissance. Il vient de sortir un nouveau livre, là. Je n'ai pas le titre en tête. Tu dois le savoir, Jean. Comment ? Il sort en septembre. Ah, il sort en septembre, pardon. Je sais qu'il est en pleine tournée en ce moment pour le promouvoir, Christian Astolfi. Voilà. Mais je vais m'empresser de le lire. Et de lire ce que je n'ai pas encore lu de Christian Astolfi. Okay, ben merci, on a partagé cet enthousiasme. Voilà. Merci. Merci à vous. Eh ben, merci à vous pour avoir assisté à cette remise de prix. Merci à Vox de nous avoir accueillis pour cette première édition en compagnie de Vox pour ce prix du livre audio. Et rendez-vous l'année prochaine, sans doute. Merci.